Alors maintenant, on va enfin parler du lien entre la composition d'applications linéaires et la multiplication matricielle. Alors je suis sincèrement très heureux et même presque ému de pouvoir faire cette vidéo parce que franchement, enfin du moins je considère que c'est l'un des plus beaux résultats d'algèbre linéaire que vous allez étudier dans votre programme. Alors même si on ne va pas faire la démonstration de ce dont on va parler ici, je vous conseille cependant de bien prendre en compte la profondeur de ce dont on va parler ici. En préambule, j'aimerais vous faire remarquer une petite chose. Une chose que vous avez sans doute toutes et tous déjà bien remarqué, c'est que le produit matriciel, le produit entre deux matrices, est quand même sacrément bizarre. Autant l'addition de matrices, ça va, pas de problème. Par exemple, cette matrice plus celle-ci, ça nous donne cette matrice. Pour obtenir le 5 qui est ici, on fait 2 plus 3. Pour obtenir le 10, on fait 2 plus 8, etc. Et ça semble totalement trivial, pas besoin de s'y appesantir plus que ça. Mais remarquez tout de même, on comprend aussi assez instinctivement que cette addition de matrices est impossible. Et oui, pourquoi? Mais tout simplement parce que les dimensions de ces deux matrices ne sont pas les mêmes. Là, cette addition de matrices n'est pas possible parce que la dimension de cette matrice n'est pas égale à celle-ci. Et ça, on le sait très bien, l'addition de deux matrices ne fonctionne que si elles sont de même dimension. Donc cette addition de deux matrices est impossible, ça n'a pas de sens. Ça n'est vraiment égal à rien ce truc-là, c'est juste pas possible à faire. À côté de ça, on sait aussi que la soustraction de matrices suit exactement la même logique. Pour pouvoir faire la soustraction de deux matrices, il suffit simplement qu'elles aient la même dimension et ça fonctionne. Cette matrice moins celle-ci, ça donne cette matrice, pas de problème. Et encore une fois, de la même façon, cette matrice moins celle-ci, c'est impossible. Voilà, encore une fois, c'est impossible à cause des dimensions. Ensuite, ce qu'on sait aussi très bien faire, c'est multiplier une matrice par un nombre réel. Par exemple, pour obtenir le résultat ici, lorsqu'on a 7 fois cette matrice, il suffit simplement de multiplier tous les coefficients de la matrice par 7. Et on obtient ceci. Et puis, un jour, votre professeur vous a sans doute parlé de la multiplication de deux matrices. Et là, peut-être qu'il a demandé à la classe, voilà, qu'est-ce que ça fait que cette matrice fois celle-ci? Voilà, question apparemment d'une simplicité absolue, mais qui est en réalité un piège fatal. Parce que là, beaucoup d'étudiants, à la question du professeur, auraient levé la main en disant, bah en fait, pour obtenir le premier coefficient, on va faire 3 fois 2, ensuite juste à droite, on aura 8 fois 2, etc. Et donc apparemment, selon toute logique, on devrait arriver à ce résultat-là. Ça semble totalement logique, comme pour l'addition de matrices. Le 21 qui est ici, c'est 7 fois 3, voilà. Et là, votre professeur vous a sans doute répondu, eh non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça c'est faux, ça ne fonctionne pas comme ça. Et là, il vous a annoncé, apparemment terrible nouvelle, que la multiplication matricielle, c'est quand même beaucoup plus compliqué que l'addition ou la soustraction de matrices. À votre sans doute grand désespoir, vous avez néanmoins accepté les dires de votre professeur, et vous les avez pris comme une vérité absolue. Parce que oui, la multiplication matricielle, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ça n'a rien à voir avec l'addition ou la soustraction de matrices. Et puis, vous avez sans doute appris la technique qui vous permet d'établir que ça fois ça fait bien la matrice qui est ici. Alors petit rappel, comment est-ce qu'on arrive à ce résultat tout de même? Là, il faut systématiquement penser en four et en baguette. Il faut vraiment s'imaginer chez le boulanger, à gauche, vous avez des fours rangés horizontalement. Voilà, ils sont ici nos deux fours. Et puis à droite, vous avez deux baguettes de boulanger qui sont ici à la verticale. Et par exemple, pour obtenir le 30 qui est ici, qui est à la première ligne, première colonne, et on prend la première baguette qui est ici, voilà, on s'imagine qu'on la prend comme ça. Hop, on la pivote et on va la faire rentrer dans le premier four. Le 2 se retrouve sur le 3 et le 3 se retrouve sur le 8. Et là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? 2 fois 3 plus 3 fois 8. Étant donné que le 2 se retrouve sur le 3 et le 3 sur le 8, voilà, ça nous donne bien 30. 2 fois 3, ça fait 6. 3 fois 8, ça fait 24. Vous les additionnez, ça fait 30. De la même façon, pour obtenir le 20 qui est ici, vous prenez la baguette qui est ici, hop, vous la pivotez, vous la faites rentrer dans le deuxième four, ça vous donne bien le 20. Et pour le 30 et le 20 qui sont ici, c'est pareil, mais avec la deuxième baguette. Si bien qu'en adoptant cette technique, on se rend facilement compte de deux choses très importantes. D'abord, que le produit matriciel n'est pas commutatif. Du moins, pas toujours. Ça arrive que des matrices commutent, c'est-à-dire que A fois B est égal à B fois A, mais c'est rare, c'est vraiment exceptionnel. Là, si jamais vous faites cette matrice fois celle-ci, et désormais vos fours qui sont toujours à gauche seront 2, 2 et 3, 3, et vos baguettes seront 3, 7 et 8, 2. Et vous voyez, on obtient bien un résultat différent. Attention là, effectivement, entre ici et là, on a interverti les lignes, mais ce n'est absolument pas un résultat général. Là, c'est juste un résultat fortuit parce qu'on a pris ces deux matrices. En tout cas, on voit bien que la multiplication matricielle n'est pas commutative. Et deuxième chose dont on peut se rendre compte, c'est que les matrices que l'on multiplie entre elles n'ont pas besoin d'avoir les mêmes dimensions. Voire même, ça arrive que ce soit carrément impossible de faire un produit matriciel avec deux matrices qui ont justement les mêmes dimensions. Parce que pour qu'un produit matriciel fonctionne, qu'est-ce qu'il faut? Pour reprendre la métaphore des fours et des baguettes, il faut que vos baguettes aient la même taille que vos fours. C'est-à-dire que là, vos baguettes, vous voyez qu'elles sont de taille 2 et vos fours sont bien de taille 2. Il n'y a pas de problème, elles rentrent parfaitement. Mais par exemple ici, le produit matriciel ne fonctionne pas. Pourquoi? Et tout simplement parce que à gauche, vos fours sont trop grands pour vos baguettes qui sont trop petites. Ici, vos fours sont de taille 3 alors que là, vos baguettes sont de taille 2. Si jamais là, votre baguette, vous la
prenez, vous la pivotez, vous essayez de la faire rentrer dans votre four, bah elle va être trop petite. Ça ne fonctionne pas. Mais ça ne fonctionne pas non plus si vos baguettes sont trop grandes. Là, vos deux baguettes, elles sont de taille 4, elles ne rentreront jamais dans vos fours, hein. En revanche, ce produit matriciel est tout à fait possible. Et pourquoi? Parce que ici, à droite, on n'a qu'une seule baguette qui est de taille 3. Voilà, et donc le résultat, qu'est-ce que ça va être? Bah, on va prendre la baguette, on la fait rentrer dans le premier four, ça va faire 1 x 3 plus 2 x 0 plus 0 x 7. Donc d'abord, on va avoir 3 en haut, et suivant la même logique, on aura 0 et 1. Donc là, on a une parfaite illustration du fait que le produit matriciel peut tout à fait fonctionner avec des matrices qui n'ont pas la même dimension. En revanche, ce produit matriciel n'est pas possible, parce que là, vos fours qui sont à gauche, ils sont de taille 1. Et si vous voulez, c'est pas des fours pour baguettes, c'est des fours pour pain de campagne. C'est une petite boule comme ça. Et puis de l'autre côté, vous avez une grande baguette. Si jamais vous essayez de l'enfourner là, dans le 1 qui est ici, ça ne passera pas, hein. Vos fours ici sont trop petits pour la baguette. Donc ça ne fonctionne pas. Et donc, ce que vous avez sans doute vous-même déjà constaté, c'est que le produit matriciel est quand même sacrément bizarre. Pourquoi diable est-ce qu'on fait toutes ces choses-là? D'où est-ce que ça sort? Alors le plus souvent, parfois, comme on l'apprend en terminale, ce produit matriciel, on l'apprend un petit peu par cœur et on cherche pas trop à fouiller. Mais il se trouve qu'en prépa, on a justement l'occasion extraordinaire de comprendre pourquoi est-ce que ce produit matriciel est tellement bizarre. Et la raison à ça, c'est la composition des applications linéaires. Et là, c'est parti. Alors là, je suis conscient qu'il y a beaucoup d'informations. Vous en faites pas, on va faire un dessin. Ça va être très simple. C'est juste qu'ici, on va pas simplement considérer deux espaces vectoriels, mais trois. Et qu'on va pas simplement considérer une application linéaire, mais deux. Vous voyez, on a E, F et G qui sont trois espaces vectoriels, chacun de dimension finie. Ça, c'est toutes les informations qui sont ici. Pas de problème. Et puis là, on dit simplement qu'on a F qui est une application linéaire de E dans F et G une application linéaire de F dans G. Bon, faisons nos sacs à patates. Voilà, toute la situation qui est ici peut être résumée très simplement par ce dessin. On a trois espaces vectoriels de dimension finie, trois sacs à patates entre guillemets, et deux applications linéaires, une première qui va de E dans F et une deuxième qui va de grand F dans grand G. Remarquons dès à présent que là, l'application linéaire qu'on est en train de définir, c'est l'application linéaire G rond F, et non pas F rond G. Il y a beaucoup d'étudiants qui s'en mêlent les pinceaux avec ça, et oui, parce que si jamais on part d'un vecteur de E, qu'on lui applique F une première fois, et qu'enfin on lui applique G à la fin, on va bien avoir G de F de ce vecteur. Vous pouvez imaginer qu'on prenne X qui est ici, si jamais vous lui appliquez F, vous allez atterrir dans grand F, ça va être F de X. Voilà, il est ici, et maintenant si jamais à ce vecteur F de X, on lui applique G, on va atterrir dans grand G, et ce sera bien G de F de X. Voilà, mais sauf que G de F de X, c'est quoi? C'est G rond F de X. Voilà, par définition, ça, il faut vraiment le savoir, et ne pas s'en mêler les pinceaux, et bien avoir en tête que là, même si d'abord on applique F, et que ensuite on applique G, et ben ce sera bien G de F de X. Mais du coup, à cause de cette convention, si on lit de gauche vers la droite, d'abord on voit G, ensuite F. Là, pareil, on lit de la gauche vers la droite, on voit F, ensuite G. On se dit, oula, ça semble un petit peu bizarre cette histoire. Mais en fait, c'est parfaitement logique, hein. Ça veut dire qu'on applique G à F de X. C'est exactement ce qui se passe sur ce dessin. Ce qui veut donc dire que lorsqu'on part d'un vecteur X qui est dans grand E et qu'on lui applique l'application linéaire qui va de E et qui atterrit dans grand G, qu'est-ce que c'est que cette application linéaire? C'est l'application G rond F. Vous voyez, si jamais vous partez de ce vecteur X que vous appliquez G rond F à ce X, hop là, vous allez atterrir sur G de F de X, c'est-à-dire G rond F de X. Et voilà, l'application que vous avez ici, c'est G rond F. Vous voyez très bien, mais quel est le lien avec le produit matriciel dans tout ça? Et c'est là que c'est extraordinaire. En même temps, il était construit justement pour ça, donc bon, c'est assez logique qu'on le découvre maintenant. Nous, ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, c'est qu'on pouvait tout à fait définir la matrice représentative d'une application linéaire dans certaines bases. Là, par exemple, pour F, on voit qu'elle part de E et qu'elle atterrit dans F. Donc nécessairement, pour avoir sa représentation matricielle, il va falloir qu'on utilise deux bases de E et de F. Là, on en a pris deux, B et B'. Et nous, ce qu'on sait, c'est que la matrice représentative de F se lit en colonnes, et chaque colonne sera évidemment l'image par F des vecteurs de la base de départ qu'on a choisi, décomposés par rapport au vecteur de la base de l'espace vectoriel d'arrivée qu'on aura choisi ici B'. Alors je vais agrandir un petit peu l'espace entre mes sacs à patates pour pouvoir y insérer les matrices. Voilà, comme ça, faut que ça respire. Voilà, nous depuis quelques vidéos maintenant, on sait parfaitement définir la matrice de F dans les bases B, B'. On décompose F de 1, F de 2, etc. jusqu'à F de P par rapport à E1', E2' jusqu'à En'. Donc c'est-à-dire on a la base B' de l'espace vectoriel d'arrivée qu'on a choisi. Ici c'est grand F, et donc on a choisi la base B', ok. Et puis exactement de la même façon, puisque l'application linéaire petit g là part de F et atterrit dans grand G, on peut très bien faire sa matrice représentative avec les bases B' et B secondes. Voilà. Et ça, exactement comme pour F, qu'est-ce que ça fait? Par définition, c'est cette matrice, c'est-à-dire qu'on recense en colonne les coordonnées de l'image par G des vecteurs là de la base de départ. Ici, c'est la base B' de grand F. Là, on a G de E1', ça fait tout ce truc-là. G de 2', ça fait tout ce truc-là, jusqu'à G de En', toute la dernière colonne, décomposée dans une base de l'espace vectoriel d'arrivée. Ici, on a choisi B secondes. Et donc là, ce qu'on remarque de très intéressant, c'est que ici, étant donné que G est de dimension Q, et on sait que nécessairement dans n'importe quelle base de grand G, il y aura Q vecteurs. Et donc là, nécessairement dans notre matrice, on va avoir Q ligne, logique. Donc ça, c'est la matrice de F, et ça, c'est la matrice de G. Et là, on se demande si par
hasard, la matrice représentative de G rond F ne serait pas en lien justement avec la matrice de F et la matrice de G? Eh bien si, parce que la matrice de G rond F, c'est la matrice représentative de G fois la matrice représentative de F. Et il est là le truc, c'est pour préserver justement la logique de la composition des applications linéaires que le produit matriciel est si particulier, si bizarre, si apparemment insensé. Mais c'est à cause de ça. Si jamais vous faites la matrice représentative de G multipliée par la matrice représentative de F, vous obtenez exactement la matrice représentative de G rond F. Si ça, c'est pas merveilleux, franchement, remarquez quand même chose très importante, que là, on a très envie de faire cette matrice fois cette matrice, parce que là, c'est dans cet ordre-là. Mais non, 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 hein, exactement comme pour ici, là. Là, d'abord, on applique F, ensuite, on applique G, ça nous fait G rond F. Donc, nécessairement, suivant cette logique, la matrice représentative de G rond F, d'abord, on fait F, ensuite, on fait G, et bien, ce sera la matrice de G multipliée par la matrice de F. On fait G de F, on fera la matrice de G fois la matrice de F. Logique. Alors, je vais effacer l'énoncé pour avoir de la place, pour bien voir ce qui va se passer au niveau des dimensions de ces matrices et pourquoi c'est merveilleux. Ici, on a la matrice représentative de G. C'est exactement celle-ci, on l'a recopiée juste là. Hein. Et puis là, on a la matrice représentative de F. G rond F, matrice de G fois matrice de F. Et regardons un petit peu ce qui se passe. Juste au niveau des dimensions, c'est pour vous faire sentir que c'est logique. On va pas faire la démonstration, on la fera dans un exercice. Mais là, remarquez que si jamais on prend la définition qu'on a donnée précédemment là avec les fours à gauche et les baguettes à droite, mais ça fonctionne parfaitement. Parce que là, on est avec la matrice de G, la matrice qui est juste ici. Et cette matrice va représenter nos fours. Voilà, comme ça. Mais ces fours, de quelle taille est-ce qu'ils sont, ces fours? Mais il suffit simplement de regarder la matrice de G, puisque c'est la même que celle-ci, et on va regarder quelle est la longueur ici. Mais c'est n la longueur, parce que là, on a G de E1', G de E2', etc. jusqu'à G de En'. Et oui, logique, puisque l'espace vectoriel ici, F, est de dimension n, donc nécessairement ici, on a n colonnes. Et si bien donc que chacune des lignes ici a une taille, entre guillemets, de n. Pour aller de là jusque là, on a n coefficients, et pareil sur toutes les lignes. Et de l'autre côté, la matrice représentative de F, qui va représenter, d'après ce qu'on a vu précédemment, les baguettes, entre guillemets, qui sont donc à la verticale. Pour les entourer en rouge, bah, elles sont elles aussi de dimension n. Et pourquoi est-ce qu'elles sont de dimension n, ces baguettes? Pourquoi est-ce que de là jusque là, on a n coefficients, et partout sur chacune des colonnes? Mais c'est tout simplement parce que l'espace vectoriel qui est juste ici, l'espace vectoriel intermédiaire entre E et G, là, l'espace vectoriel F, il est de dimension n. Et donc du coup, là, tous nos vecteurs f2.1, f2.2 jusqu'à f2p, là, quand on les a décomposés suivant E1', E2', etc. jusqu'à En'. Et donc nécessairement, ça veut dire que chaque colonne va avoir n lignes. Et donc nos baguettes sont bien de longueur n unités, si vous voulez. Et donc là, on se rend bien compte que si jamais on prend cette baguette-là, qu'on la prend, qu'on la fait pivoter, qu'on la fait rentrer dans le four qui est juste ici, ça rentre parfaitement. Parce que ces fours-là sont de longueur n, ces baguettes sont de longueur n, ça fonctionne, c'est nickel. Voilà, à chaque fois ici, on a bien n coefficients au niveau des lignes, et ici, on a n coefficients dans chacune de nos colonnes. Et ce qui est vraiment prodigieux, encore une fois, on en fera la démonstration dans un exercice, c'est que la multiplication de ces deux matrices en suivant le protocole là, des baguettes qu'on fait rentrer dans les fours, et ben ça nous donne exactement la matrice représentative de l'application G rond F. La matrice de G fois la matrice de F, c'est la même chose que la matrice représentative de G rond F, décomposée par rapport à une base B de E et une base B seconde de G qu'on avait invoquée précédemment. Et là, j'espère sincèrement que vous vous rendez compte du prodige que ça représente. Parce que ici, quand même, si on enlève nos matrices, là, on a simplement, là, une application F, une petite application G, et puis là, hop, une application G rond F. Ok, c'est d'une logique, mais tellement basique, presque archaïque. Alors que ici, on est en train de faire de la multiplication matricielle qui apparemment n'a ni queue ni tête. Et pourtant, ça fonctionne. Et c'est pour ça que le produit matriciel est tellement bizarre. C'est pour pouvoir correspondre, coïncider et préserver la composition des applications linéaires. Encore une fois, la matrice représentative de G rond F, c'est la matrice représentative de G fois la matrice représentative de F. Et au passage, avant de bien écrire au propre ce résultat du cours, on va maintenant pouvoir comprendre deux faits qui nous paraissaient si bizarres a priori, mais qui en fait sont totalement logiques si on comprend le lien qu'il y a entre la multiplication matricielle et la composition d'applications linéaires. La première chose, c'est qu'une matrice A fois une matrice B, ça n'est pas toujours égal à cette matrice B fois la matrice A. Il n'y a pas commutativité du produit matriciel. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas commutativité du produit matriciel? Mais c'est tout simplement parce que G rond F
n'est pas forcément égal à f rond g. Voilà, l'application f rond g, ça n'est pas la même que g rond f. Pour vous en convaincre, on peut très bien le faire avec des fonctions. Voilà, avec des fonctions réelles, on va très bien comprendre. Si vous prenez f de x est égal à exponentielle de x et g de x qui est égal à 3x plus 1, avec x, nombre réel quelconque, et on s'en fiche. F rond g de x, qu'est-ce que ça va faire? Bah là, c'est une logique de poupée russe. On va faire rentrer g à l'intérieur de f. Et donc f rond g de x, qu'est-ce que ça va être? Ça va être exponentielle de 3x plus 1. On fait rentrer g de x à l'intérieur là du petit x de f de x. Voilà, f rond g, c'est bien cette fonction. Mais g rond f de x, qu'est-ce que c'est? Et bien là, de la même façon, on va faire rentrer cette fois-ci f à l'intérieur de g. Donc on va prendre l'exponentielle de x qui est ici. On va le faire rentrer dans le petit x qui est là. Et donc qu'est-ce qu'on va avoir? Et bien 3 fois exponentielle de x plus 1. Et donc on voit bien que f rond g n'est pas égal à g rond f. Et étant donné cette non-égalité, alors parfois ça arrive qu'il y ait égalité, mais ce sont des cas rares et exceptionnels, mais il ne peut pas y avoir commutativité du produit matriciel. Puisque comme on l'a dit, la matrice représentative de g rond f, c'est la matrice représentative de g fois la matrice représentative de f. La matrice de g, on va l'appeler B, la matrice de f, on va l'appeler A pour simplifier. Donc celle-ci, on va l'appeler B, celle-ci, on va l'appeler A. Là, ce sera plus simple pour s'y retrouver. Donc comme on le disait, la matrice représentative de g rond f, c'est la matrice de g, c'est-à-dire grand B, fois la matrice représentative de f, c'est-à-dire grand A. Et donc la matrice représentative de g rond f, c'est bien B fois A. Voilà. Alors que de l'autre côté, on a f rond g, mais la matrice représentative de f rond g, si c'est possible, on va y revenir. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est A fois B, nécessairement. Exactement suivant la même logique. Et donc c'est pour ça que le produit matriciel n'est pas commutatif. C'est à cause de la non-commutativité de la composition des applications linéaires. C'est à cause de ça. J'ai envie de rajouter le nom d'un chien parce que ça, on l'apprend par cœur sans faire le lien forcément avec les applications linéaires. Mais il est là le lien. Il est là. C'est juste parce que f rond g, ça n'est pas g rond f. Et donc a fois b, ça ne peut pas être b fois a. Ça vient de là, ce résultat. D'ailleurs, là, j'avais oublié un petit fois. Mais on peut aller encore plus loin dans la compréhension du produit matriciel maintenant et comprendre même pourquoi est-ce que certains produits matriciels sont carrément impossible. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que certains produits matriciels sont juste impossibles? D'où ça vient ce fait-là? Prenons un exemple. Imaginons donc qu'on soit face à ces deux matrices A et B, A étant la représentation matricielle d'une application linéaire petit f partant de E et atterrissant dans F, et puis B, c'est la matrice représentative de petit g qui part de grand F et qui atterrit dans grand G. Eh bien, ma foi, si tout cela est juste, mais ça ne l'est pas, nous allons y revenir, mais si c'est le cas, ça veut dire que là, on a l'application G rond F qui part de E et qui atterrit dans grand G, et que la matrice représentative de G rond F, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la matrice représentative de G, c'est-à-dire B, multipliée par la matrice représentative de F, c'est-à-dire A. Voyons voir un petit peu ce que fait B fois A. On arrive à ce produit qui, malheureusement, d'après notre cours sur les fours et les baguettes, n'est pas possible. Et oui, puisque nos fours à gauche sont de longueur 2, alors que nos baguettes à droite sont de longueur 3. Nos baguettes sont donc trop grandes pour nos fours. Terrible nouvelle. Mais c'est en fait beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond qu'une simple astuce de calcul et quelques images de fours et de baguettes, ou de quelques moyens mnémotechniques qu'on ait. Non, ce que ça veut dire, c'est que ce truc-là est par nature impossible. Et pourquoi est-ce que c'est impossible? À cause justement, vous l'avez compris je pense, des combinaisons linéaires. Pourquoi? Mais tout simplement parce que si ça là, c'est effectivement la matrice B, c'est-à-dire la matrice représentative de G partant de F et atterrissant dans G, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que là, nécessairement, en colonne, qu'est-ce qu'on a? Alors certes, on les a entourés ici en ligne pour représenter nos fours. Je vais enlever ces encerclements et revenir à la définition. Voilà, par définition, cette matrice qui est la représentation matricielle de G dans une base de F et une base de G, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, ce sont les coordonnées de G de E1' et G de E2' dans une base de G. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire si on a cette information? Mais ça veut nécessairement dire que notre espace vectoriel F qui est ici, il est obligatoirement de dimension 2. Mais oui, puisqu'on a deux colonnes là dans la matrice de G. Si B, c'est effectivement la matrice représentative de G, ça veut dire que votre espace vectoriel de départ, là, il est de dimension 2. Et E1', E2' en forment une base. Donc voilà, si jamais cette matrice est effectivement la matrice représentative d'une application linéaire qui part de F et qui atterrit dans G, étant donné qu'elle n'a que deux colonnes, ça veut dire que votre espace vectoriel, d'où part G, nécessairement, il est de dimension 2 puisque vous n'avez que deux colonnes. Ok. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a la matrice représentative de l'application F qui, elle, part de E mais atterrit dans F. Et donc comment est-ce qu'elle se construit, cette matrice, par définition? Eh bien, elle se construit comme ça, ce sont les vecteurs f de E1 et f de E2 qu'on a décomposés par rapport à E1', E2' et E3'. Mais E1', E2', E3', qu'est-ce que c'est? Mais c'est une base de l'espace vectoriel d'arrivée de F. Alors E1 et E2 par définition c'est une base de E, mais bon ça on s'en fiche un petit peu. Là ce qui est vraiment fondamental c'est que cette matrice, si c'est effectivement la matrice représentative de F partant de E et atterrissant dans grand F, mais étant donné qu'elle a trois lignes, mais ça veut dire que votre espace vectoriel d'arrivée
il est de dimension 3. Il est de dimension 3 obligatoirement. Donc là, suivant les notations qui sont ici, ça voudrait dire que E1', E2', E3' formerait une base de grand F. Et donc cette matrice, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que grand F est de dimension 3. Et voilà, et c'est pour ça que c'est impossible ce produit matriciel. Parce qu'on a à la fois ici le fait que la dimension de F est égale à 2, parce qu'on a deux colonnes dans cette matrice, et puis cette matrice-là nous dit que la dimension de F est en fait égale à 3. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Ce résultat est absurde. Ça n'est pas possible. Ça, c'est la matrice représentative d'une application linéaire qui part d'un espace vectoriel de dimension 2, parce qu'il y a deux colonnes, et qui atterrit dans un espace vectoriel de dimension 3, parce qu'il y a trois lignes. Et pour cette matrice-là, c'est pareil. Et donc, ça veut dire que c'est juste impossible de même envisager simplement G rond F. G rond F n'est pas possible dans ce cas-là. Parce que, prenons un exemple, on pourrait très bien dire que G, dont la matrice représentative est ici, part de R2 et atterrit dans R3. Là, suivant cette matrice, c'est tout à fait possible, parce qu'on a deux colonnes, donc ça veut dire que l'espace vectoriel de départ est bien de dimension 2, pas de problème, et l'espace d'arrivée de dimension 3, R3 est bien de dimension 3. Ok. Et puis pour F, c'est pareil, on peut très bien la faire démarrer à R2 et la faire atterrir à R3. Voilà, comme ceci. Mais est-ce que c'est possible de faire G rond F? Mais non, c'est juste impossible de faire ce truc-là. Pourquoi c'est impossible? On va effacer le petit dessin qui est ici pour bien comprendre. Regardez un petit peu, si jamais on fait G rond F, nécessairement d'abord on va devoir appliquer F et ensuite appliquer G. Si jamais on applique d'abord F, pas de problème, on part de R2, on atterrit dans R3, ok? Voilà, pas de problème, F permet de relier R2 à R3. C'est-à-dire que si jamais je prends un vecteur X dans R2, je applique F, ça nous rebalance un vecteur F de X qui est dans R3, c'est-à-dire un triplet. Mais là, est-ce que c'est possible d'appliquer G à F de X? Mais non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que l'espace de départ de G, c'est R2, ça n'est pas R3. Si jamais on voulait effectivement créer G rond F ici, il faudrait nécessairement que G, son espace de départ, ce soit R3. Mais comme on a dit que G, son espace de départ, c'était R2 à cause de la matrice qui est ici, parce qu'on sait qu'on a deux colonnes, donc l'espace vectoriel de départ est bien de dimension 2, et bien là, ça ne fonctionne pas, ça ne coïncide pas. Et donc là, c'est juste impossible de créer l'application G rond F. Et c'est à cause justement du fait que l'application G rond F n'a pas de sens, ça n'a pas de sens de faire ça, c'est pour ça que la multiplication matricielle de B fois A n'a pas de sens non plus. Tout réside dans une cohérence absolue et directe, c'est que la dimension de l'espace intermédiaire, qu'on avait appelé grand F avant, doit être la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée de F et en même temps la dimension de l'espace vectoriel de départ de votre application petit g. C'est à cause de ça que le produit matriciel fonctionne ou ne fonctionne pas. C'est à cause parfois de l'impossibilité même de créer et de donner un sens à une application de composition d'applications linéaires. G rond F ici n'a pas de sens. Et donc le produit matriciel B fois A, c'est-à-dire la matrice représentative de G fois la matrice représentative de F, n'a pas de sens non plus. Et là j'espère sincèrement que vous pouvez enfin mettre en relief ce que vous aviez sans doute appris par cœur dans votre cours de terminale, mais qu'aujourd'hui on peut enfin éclairer. Voilà, le produit matriciel est construit pour préserver la structure de la composition des applications linéaires. Et ça, c'est quand même merveilleux. Donc, pour résumer, si jamais vous prenez trois espaces vectoriels de dimension finie, encore une fois, on est en dimension finie ici, avec chacun une base respective, B pour E, B' pour F, B seconde pour G, F une application linéaire de E dans F et G une application linéaire de F dans G, vous avez ce résultat-là d'une profondeur extraordinaire. La matrice représentative de G rond F, c'est la matrice de G fois la matrice de F. D'un côté, vous avez de la composition d'applications linéaires, et ici, vous avez de la multiplication matricielle. La composition d'applications linéaires et la multiplication des matrices qui leur sont associées, c'est la même chose. Alors juste un dernier point au niveau des indices des bases là, que j'ai marqués en dessous des matrices. Ça se comprend très bien si on a toujours le petit dessin en tête. Voilà, avec le petit dessin, on va bien comprendre. L'application F, elle part de E, elle atterrit dans F. Donc ça veut dire que sa matrice représentative, elle s'exprime bien avec les bases B'B. On se souvient, nous, avec la notation qu'on a adoptée, on met d'abord la base de l'espace vectoriel d'arrivée qu'on a choisi, ici B', puisque F atterrit dans B', pas de problème, c'est bien une base de F, et ensuite la base de l'espace vectoriel de départ. Donc là, on a bien B'B, puisque F part de E et atterrit dans F. Donc là, d'abord, on a une base de F et ensuite une base de E. Allez voir les vidéos précédentes si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus. De la même façon, l'application G, elle part de F
et elle atterrit dans G. Donc étant donné qu'elle atterrit dans G, le premier indice qu'on va marquer ici au niveau des bases, ce sera la base de l'espace vectoriel d'arrivée, c'est-à-dire de G. Or pour G, on a considéré une base B seconde. Donc d'abord, on a marqué B seconde, pas de problème, et l'espace vectoriel de départ, c'est grand F, et pour grand F, on a choisi B', donc ensuite on a B'. Donc c'est pour ça qu'ici on a B seconde, B', parce qu'on part de F, on atterrit dans G, donc d'abord l'arrivée, ensuite le départ. Et puis enfin finalement, G rond F, c'est la même logique. G rond F, attention, part de E et atterrit dans G. L'espace vectoriel d'arrivée, c'est G, et une base de grand G, c'est bien B seconde, donc c'est pour ça qu'ici on a bien B seconde en premier lieu, et ensuite on a B, et pourquoi? Tout simplement parce que c'est une base de l'espace vectoriel E de départ, voilà, c'est juste pour ça. Donc vraiment, si jamais on vous pose une question de cours là-dessus, et que vous ne savez plus dans quel ordre est-ce qu'il faut mettre les bases, etc., faites simplement le petit dessin qui est ici, et ça va très bien aller, en n'oubliant pas que là, c'est bien l'application G rond F, et certainement pas F rond G. En tout cas, j'espère sincèrement que ce résultat vous touche d'une certaine façon, parce que c'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes absolument géniales qui ont réfléchi à structurer de la bonne façon le produit matriciel pour que justement ça corresponde et coïncide exactement à la préservation là, de la logique de la composition des applications linéaires. On ressent un peu la même chose que lorsque dans un roman, on se rend compte à la fin du livre que la situation initiale, il y a des centaines de pages au tout début du bouquin, et retrouve son écho et sa logique tout à la fin, et tout d'un coup, juste à la fin du bouquin, on comprend et on fait le lien et on se dit « Oh, mais oui, mais c'est pour ça au début qu'il a fait ça, le personnage, etc. » Et où on comprend l'intelligence de l'auteur qui a structuré son texte, qui nous permet de comprendre à la fin seulement le pourquoi du comment du début. Vous aviez sans doute appris, peut-être de façon un peu dogmatique, la technique du produit matriciel. Et aujourd'hui, je l'espère, vous en avez les clés pour connaître la raison. Parce que tout ça, bien évidemment, ça se démontre. On le fera dans un exercice. En tout cas, sous-pesez bien le résultat qui est ici. Parce que franchement, ça n'est pas peu dire que ce résultat est beau.